Le match au sommet du football français a largement tenu toutes ses promesses. Nantes et Bordeaux, maillot à chevrons, sont bien et de loin les deux meilleures équipes du moment. Depuis longtemps, on n'avait pas vu en France un match aussi dense, mené par des footballeurs sûrs d'eux-mêmes et bourrés de talent, de vrais professionnels. Tous les buts marqués ont été de véritables petits chefs-d'œuvre. Après une mi-temps pour rien, Nantes ouvre le score par un but magnifique de Simon. Bien sûr, les Bordelais ont été très virils, c'est dans leur manière. Les Nantais, eux non plus, ne sont pas tendres. Il n'empêche que ce coup franc amène l'égalisation bordelaise. Robuchy, numéro 11, décidément visé par les Nantais, paie la rançon de sa mauvaise réputation. Il y a des joueurs comme cela qui ne passent jamais inaperçus. Mais la qualité du match fait bien vite oublier ces petites péripéties et Nantes inscrit un bien joli second but. Bordeaux, dont l'équipe très athlétique joue un peu à la manière des Britanniques, ne mérite pas la défaite, il s'en faut de beaucoup, et c'est par un équitable match nul, 2-2, que se termine la rencontre. Pensons-y, aux vacances. Le mois d'août n'a pas le privilège du beau fixe. Juin et septembre sont en moyenne plus ensoleillés. Alors débarrassons-nous d'un préjugé qui peut nous valoir de longues journées de bridge. Et puis, raisonnons. 62% des salariés aujourd'hui ne partent pas encore en vacances. Mais la civilisation des loisirs se développe et ces 62% qui restent encore chez eux y viendront vite. Avec l'expérience que nous avons des vacances bloquées sur 2 mois, la situation ne sera pas brillante dans quelques années. Les campeurs eux-mêmes, qui se sont multipliés en peu de temps, en savent quelque chose. Il n'y a qu'une solution, étaler les vacances. L'étalement de leur saison permet aux hôteliers de consentir des prix plus bas. Les expériences amorcées l'an dernier sont significatives. Nous avons fait des facilités pour les mois de juin et septembre. Comme vous pouvez le voir, cela a été un succès. Nous avons l'intention de continuer. L'étalement des vacances, qui se traduira par une augmentation du chiffre d'affaires, permettra à l'hôtellerie de nouveaux investissements. L'étalement des vacances est l'intérêt de la clientèle, car une saison étalée sur 4 mois, nous pouvons consentir des prix. Par ailleurs, nous pouvons plus facilement entreprendre la modernisation de nos hôtels. Pensons-y pendant qu'il en est temps encore. L'étalement géographique, l'étalement dans le temps, est aujourd'hui le seul moyen de conserver aux vacances leur valeur de détente, de leur conserver leur vertu de jouvence. Étalons, étalons. « 21 février 1916. Il y a 50 ans, la plus grande bataille de tous les temps commençait. Monsieur Alexandre Sanguinetti, ministre des Anciens Combattants, a commémoré cet anniversaire en visitant le champ de bataille de Verdun. Verdun, où chaque parcelle de terrain est un morceau d'héroïsme. Le bois des corps, où le colonel Drian et ses chasseurs, après avoir subi un déluge de feu qui dura 10 heures, continrent l'assaut de 4 régiments ennemis. La tranchée des baïonnettes, où les soldats, ensevelis vivants, continuent à monter la garde depuis un demi-siècle. La bataille allait durer 10 mois. 10 mois durant lesquels, sur ce coin de terre, 1 million d'hommes, français et allemands, allaient mourir. À l'Élysée, où il a tenu devant les journalistes français et étrangers la première conférence de presse de son nouveau septennat, le général de Gaulle a évoqué notamment les conditions dans lesquelles la stabilité monétaire a été acquise. Pour cela, il fallait mettre au moins en équilibre la balance de nos paiements et il fallait assurer à notre monnaie une solidité certaine, c'est-à-dire qu'il fallait nous interdire l'inflation et nous l'avons fait. C'est pourquoi dans le monde entier, il n'y a pas une seule monnaie qui soit aujourd'hui plus solide que le franc et dans le domaine international, nous pouvons discuter, négocier sur tous les sujets économiques, financiers, monétaires, sans que qui que ce soit ait aucune prise sur nous. Autre question abordée par le chef de l'État, la position de la France vis-à-vis du pacte atlantique. Et rien ne peut faire qu'une alliance reste telle qu'elle
quand on changeait les conditions qui étaient celles dans lesquelles elle avait été conclue. La France, sans revenir sur son adhésion à l'Alliance Atlantique, la France va d'ici au terme fixé comme ultime aboutissement de ses obligations, et qui est le 4 avril 1969. La France va d'ici là continuer à modifier les dispositions actuellement pratiquées pour autant que ces dispositions la concernent, en prenant, bien entendu, les dispositions voulues pour que les changements s'opèrent progressivement et pour que ses alliés ne s'en trouvent pas soudain et de son fait incommodés. Paris-Lyon en 1h10, voilà ce que nous promet l'ingénieur Bertin grâce à son aérotrain dont le prototype à l'échelle 1/2 vient de faire des essais très remarqués. Pas de roue. À califourchon sur un rail de béton, il glisse sur un coussin d'air. Propulsion par moteur à hélice, mais un réacteur pourrait permettre au fuselage d'emporter facilement une centaine de voyageurs à 400 km à l'heure. Ni train, ni avion, mais les deux à la fois, c'est peut-être la formule de l'avenir. En plein cœur du Sahara, à 140 km de Colombéchar, une petite ville a surgi du désert, Amaguir. C'est ici que vivent ingénieurs et techniciens, militaires et civils, responsables des études spatiales et des engins balistiques français. À 15 km, le champ de tir, dominé par un portique haut comme une maison de 9 étages. Au centre, la fusée Diamant, la même que celle qui lança A1 le 26 novembre. Le premier étage, Émeraude, le second, Topaz, sont en place. On pose le troisième étage qui accompagnera le satellite jusqu'à sa mise sur orbite. Diapason, le satellite, pèse 20 kg, 40 avec sa case d'équipement. Ces 4 panneaux sont revêtus de cellules solaires qui lui permettront de recharger ses batteries. Tout autour de la base, en liaison étroite avec le poste central de conduite de tir, toute une série d'appareils de contrôle et de mesure qui suivront les uns les premières minutes de la trajectoire, les autres le passage du satellite pendant son vol orbital. Dans ce décor aride où la tradition ancestrale côtoie l'aventure moderne, le compte à rebours dure depuis 6 heures. Les dernières vérifications ont été effectuées. Dans le PC souterrain, l'équipe de tir attend l'instant crucial. À H-20 secondes, les contacts avec la tour de contrôle sont rompus comme prévu. Cette fois, il n'y aura pas d'ajournement. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En 93 secondes, dans un panache aux lueurs rouge argentées, le premier étage aura consommé ses 12 tonnes d'ergol liquide pour envoyer la fusée à 43 km d'altitude. Son rôle terminé, Émeraude va retomber dans le désert. De Bretigny à Beyrouth, de Brazzaville à Pretoria, les stations de poursuite, de télémesure et de télécommande vont prendre le relais. 12 minutes après son départ, Diapason est placé exactement sur l'orbite calculée. C'est gagné. Le lancement du 3e satellite français est un succès à 100%.